sommes dans la joie d'être avec vous dans ces plateaux des leaders. C'est notre premier numéro pour cette année 2024. Nous recevons pour vous le révérend Hubert Mihimi. Il est le directeur général des studios Sango Malamu. Il est aussi le coordonnateur, l'initiateur et le fondateur de RTIF, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles. En fait, c'est notre leader attitré avec qui nous faisons cette émission Plateau des leaders et que vous aimez beaucoup. Cette année, nous voulons commencer par clôturer le thème de l'année passée, à savoir racheter les temps. Parce que chaque année, Sango Malamu a un thème. C'est un thème qui nous sert de GPS, des lignes de conduite chaque année. Alors aujourd'hui, avant de nous lancer dans les nouveaux thèmes, nous voulons d'abord clôturer les tout premiers thèmes, à savoir racheter les temps. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous voulons savoir est-ce que vraiment nous avons pu racheter les temps comme se doit, parce que nous sentons que les jours mauvais continuent et les temps mauvais continuent. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le temps. Est-ce qu'on se dit, est-ce que les Congolais, est-ce que l'homme tout court connaît la valeur du temps? Un jour, j'étais dans un immeuble, n'est-ce pas, regardant en haut placé dans un lieu public, je vois comment les Congolais marchent. Ils lambinent sans objectif. Ils marchent dans la lenteur. C'est comme s'ils ont tout le temps. Est-ce que nous connaissons la valeur du temps? Comment est-ce que peut racheter le temps? C'est de tout cela dont il sera question dans cette émission. Bonjour, pasteur révérend Hubert Mihimi. Bonjour, pasteur Godet. Alors, la question que j'aimerais vous poser pour commencer cette émission, parce que nous voulons clôturer les thèmes, la thématique de l'année passée, racheter les temps. Est-ce que le Congolais connaît la valeur du temps? Parce que nous voyons, comme je l'ai dit dans mon introduction, que les jours mauvais continuent. Ça veut dire qu'on n'a pas encore suffisamment racheté les temps. Effectivement, la question est très pertinente. Dans un premier temps, je te dis merci. Merci pour avoir choisi de revenir un peu à ce thème, comme si nous faisons l'évaluation de tout ce que nous avons fait des années passées. Si effectivement nous avons atteint le but, est-ce que les Congolais connaissent la valeur du temps? Est-ce que le commun des mortels qui vit au Congo connaît la valeur du temps? Est-ce que le leadership connaît la valeur du temps? Est-ce que l'Africain en général connaît aussi la valeur du temps? Je pense qu'il y a un problème culturel, il y a aussi un problème contemporain dans ce sens que l'intellectuel africain, en général l'intellectuel congolais, ne sait pas sortir son cognitif de son vécu quotidien. Jusqu'à présent, vois un peu la plupart des gens qui ont des montres. Tu verrais que la montre sert plus d'ornement que d'un instrument du travail. C'est plus une parure qu'un outil de travail. C'est plus l'ornement. C'est plus un instrument ou bien un bijou qui fait voir un peu une partie de sa valeur, de sa richesse. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous commencez la journée avec une pluie, la personne qui a la montre ne sortira pas. Pour lui, il fait encore sombre, ou bien il pleut, le temps est mauvais, il n'aura pas de travail aujourd'hui. Si je pars au travail, je serai seul. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas planifié, c'est quelqu'un qui ne sait pas quel objectif atteindre dans la journée, c'est quelqu'un qui ne sait pas que le temps est une ressource indispensable et non récupérable. Le temps qui passe sur le lit, il ne récupérera plus. Vous voyez ça. Donc sur le plan culturel, sur le plan mental, il y a un problème qu'on doit déjà résoudre. Je ne sais pas si c'est l'Église qui doit résoudre ces problèmes ou c'est à quel niveau on va résoudre ces problèmes, mais je parle déjà d'un problème culturel qui est fondamental. Or, la Bible dit, celui qui regarde le ciel, le nuage et tout ça ne va pas planter, ne va pas cultiver. Donc nous avons la montre, mais nous avons encore les yeux tournés vers le ciel, vers les circonstances. Alors on devient le résultat des circonstances et non les résultats de nos propres décisions. Alors nous devons arrêter à démérer résultats des circonstances. Celui qui a décidé, celui qui a planifié, tient compte du temps. Regarde sa montre et il avance puisqu'il sait ce qu'il doit faire à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour. Mais généralement, ailleurs, n'est-ce pas, sous d'autres cieux, en Occident, quand on voit les gens marcher, circuler, c'est vraiment à vive allure, n'est-ce pas, en vitesse. Tout le monde part rapidement. C'est comme même les Anglais disent que time is money. Et au mois de mars, généralement, bientôt, je crois qu'on va entrer dans l'heure d'été. Donc, on va bousculer
n'est-ce pas, ajouter un peu une heure, reculer d'une heure. Ça veut dire que les temps étaient un élément fondamental. Là, ils ont compris la notion du temps, peut-être à cause des saisons. Oui. Hein? J'étais un peu surpris le jour où je me suis retrouvé à Moscou avec mon épouse. On est allé prier, bien sûr. Il y avait une grande réunion à Moscou. On avait fait appel à tous les leaders chrétiens pour amorcer l'opération retour des Juifs en Israël. Et nous étions de ça avec les présidents internationaux de Full Gospel, beaucoup de Papa di Kanyakina. On était nombreux là. Mais nous sommes partis. Ce que nous avons constaté, ils ont un climat dur et rude. Si on parle de l'hiver là-bas, je peux dire que l'hiver est permanent. L'hiver est permanent. On est parti au mois de mai, alors que du côté Europe du Sud, si je peux dire, c'est l'été. Mais là, ils étaient à leur été, mais en manteau. Hein. Vous voyez le soleil. Ce qui est grave là, on dort, on se réveille, pratiquement il fait jour. Jusqu'à 23 heures, il y a un grand soleil. Ça, c'est la première chose. Vous dormez, à 3 heures du matin, si tu ne fermes pas la fenêtre, tu verras qu'il fera encore jour. Donc la nuit ne prend peut-être que 2 heures. Donc le jour est plus long que la nuit. Alors maintenant, si toi tu ne regardes pas la montre, tu regardes seulement le climat, tu regardes la lumière, tu ne dormiras pas et tu ne travailleras pas. Vous voyez l'importance de la montre. C'est très important. Hein? Et deuxièmement, il fait très froid. Il fait très sombre le matin. Mais vous voyez les gens, ils regardent leur montre, il est quelle heure? 7 heures. Il est en mouvement. Il va prendre son train. Il va au travail. Et nous voyons les gens construire des grands... On a vu des gens construire des grands buildings en hiver rude, moins 40 degrés. Mais ils sont là en train de travailler. S'ils faisaient ne fût-ce que moins 5 degrés ici, il va travailler. Personne ne sortirait. Personne ne sortirait. Alors c'est là où je dis, quelque part nous devons sortir de cette prison culturelle, mentale, pour nous mettre réellement au travail, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons. Voilà, si on ne veut pas s'aligner sur le temps, comme c'est actuellement aux États-Unis, plutôt en Occident, on s'aligne sur l'ère d'été. Si vous ne suivez pas cette heure-là, vous êtes vraiment en déphasage total. J'aimerais quand même faire une question, poser une question sur le plan spirituel par rapport au temps. Pour notre pays, on se rend compte que le jour mauvais continue à persister, mais on se rend compte aussi qu'il y a 4 ans, le président de la République avait dédié le pays entre les mains de Dieu. Mais apparemment, les jours mauvais continuent toujours. Les temps mauvais continuent toujours. Parce que c'est un problème avec le rachat des temps. Oui, je répondrai à cette question à 2 niveaux. Premièrement, le développement, c'est un processus. Ouais. Vous avez l'impression qu'on tourne en rond. Oui, oui. Par rapport à 2019, on a l'impression qu'on tourne en rond puisqu'il y a beaucoup à faire. La RDC, c'était un très grand chantier. Et dans ces grands chantiers, je pense que le président de la République a eu raison de commencer par confier le pays entre les mains de Dieu. Nous y reviendrons toujours, puisque nous étions présents au stade, puisque Sangmalamou a joué son rôle. Et je pense que c'est l'unique chaîne en dehors de la RTNC qui a retransmis en direct cet événement. Et nous avons les images, et vous avez pertinemment raison de faire allusion à ça. Les bénéfices de ça, d'abord, c'était, en confiant les pays entre les mains de Dieu, le président s'est humilié d'abord, il a vu l'immensité de la tâche et il a dit qu'il ne pouvait pas faire quelque chose sans Dieu. Avec cette humilité, les résultats, peut-être que non quantifiables pour vous, est palpable en lui-même si vous lui posez la question. Et, sur les plans visibles, vous avez l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué.
Mais sur les plans invisibles, vous ignorez ce que Dieu a fait pour qu'il soit toujours là. C'est ça. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas quantifier. Il y a des choses qui ne sont pas smart. C'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables, disons limitées, réalisables, limitées dans les temps. Donc on ne voit pas avec nos propres yeux. Mais une chose qui est vraie, je certifie et je confirme, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre pays. Mais puisque c'est un processus, nous allons poursuivre ce processus. Et ne soyons pas spectateurs, soyons les acteurs. Oui, lorsque nous avons parlé de racheter les temps, nous avons entrevu une possibilité de pouvoir se refaire, de s'améliorer pour mieux faire. Si nous regardons notre pays, ça fait au moins 64 ans, n'est-ce pas, que nous sommes en train de tourner en rond. Est-ce que vous pensez qu'avec cette possibilité que la Bible nous offre de racheter les temps, est-ce qu'il y a la possibilité de racheter les temps qu'on a perdus, les 64 ans perdus? Et dans ce contexte-là, comment alors les leaders en RDC, les leaders chrétiens, peuvent-ils se mettre à racheter les temps? Effectivement, il est grand temps pour nous de racheter les temps. Le leadership doit racheter les temps, mais comment le faire? Effectivement, ça c'est un grand problème. Si nous devons demander à tout le monde d'arrêter de tourner en rond, hein, et vous dites comment arrêter de tourner en rond? Une façon d'arrêter de tourner en rond, c'est de refuser aussi d'être spectateur. Il faut mettre la main dans la pâte. Il faut vraiment se remettre au travail. Et je parlerai aussi à la place d'arrêter. Sur les plans collectifs, il est grand temps aussi qu'on mette tout le monde au travail. Qu'on mette tout le monde au travail. Et sur les plans individuels, que chacun de nous aussi, en tant qu'individu, arrête de croire qu'il n'est pas acteur. Puisque tout le monde attend qu'une décision collective soit prise, et partant de cette décision collective, ce serait comme si ce serait l'ego, alors maintenant tout va aller. Non. Dans un premier temps, il faut que chacun de nous sache où commencer. Où commencer? Il y en a qui rêvent grand et qui attendent des grands moyens pour commencer ces grandes choses. Je vais donner l'exemple d'une maison. La maison là où nous sommes, par exemple. Pour construire cette maison, moi, en tant qu'ingénieur, j'attendais à avoir beaucoup de moyens. Quand j'aurai beaucoup de moyens, je vais construire la maison de mon rêve. Alors, une fois, j'ai eu mon congé sabbatique. J'ai eu mon congé sabbatique. Après 7 ans de travail, on m'a donné un congé sabbatique et on m'a dit de choisir qu'est-ce que je dois faire pendant 7 mois de congé sabbatique. Après 7 ans, on te donne 7 mois de congé sabbatique pour vous reconstituer. Se reconstituer. Et puisqu'on a fait la même chose pendant 7 ans, on risque d'entrer dans la routine. Et dans la structure où j'ai travaillé en tant que pasteur, on m'a donné cette opportunité de me refaire, de me ressaisir comme une retraite de 7 mois. J'avais le choix à faire, soit aller en Suisse, soit aller à Nairobi, apprendre l'anglais. J'ai choisi d'aller à Nairobi pour apprendre l'anglais pendant ce temps-là. Alors, j'ai laissé la petite subvention que j'avais à l'époque, c'était $300, même moins par mois. J'ai laissé ça à ma femme. Je suis parti vivre avec la petite bourse qu'on m'a donnée pour 7 ans de formation et de recyclage. Je vous dis, quand je suis revenu, avec le peu que j'ai laissé entre les mains de ma femme, j'ai trouvé là commencer la fondation de la maison. Alors que vous attendiez des gros moyens pour commencer. Voilà. Moi, j'attendais de gros moyens. Elle a commencé avec les petits moyens qu'elle avait. Elle avait une vision pour elle. On est parents, on a des enfants. Nous vivons encore dans la maison de l'église. Ce n'est pas notre maison. Nous pouvons faire un siècle là-bas. On ne laissera pas cette maison en héritage à nos enfants. Elle a commencé petit. Donc, il faut commencer petit. Voir grand, mais commencer petit. Pour faire 10 km, il faut commencer par un pas. Tu vois? C'est ça. Ne commettons pas l'erreur de rêver grand et puis attendre des gros moyens pour le faire. Les processus commencent petits. Je pense que
pour arrêter de tourner en rond, mettons un plan clair du développement et sachons par où commencer. Et commençons. Je pense qu'on a déjà commencé. Si vous voyez les rythmes actuels depuis 2019, Dieu a accéléré les rythmes, commençant par les choses que les gens ne quantifient pas réellement. La maternité gratuite. Je ne sais pas si tu peux imaginer l'impact de ça. Oui, la scolarité gratuite. Je ne sais pas si tu peux imaginer l'impact de ça. Quelqu'un a parlé des 2G. Ouais, les 2G. 2G, bon. 2G, gratuité, gratuité de maternité, gratuité aussi de l'enseignement primaire. Je pense seulement... Bon, pour toi, c'est... Pour les communs du mortel, tant que ce n'est pas arrivé dans sa propre famille, chez sa femme ou quoi, il ne sent pas ça. Mais un jour, j'ai rencontré un monsieur qui a témoigné. Il dit que voilà, je n'avais pas de moyens. Ma fille devrait accoucher, son mari aussi n'avait pas de moyens. Mais ils sont partis à l'hôpital. Ma fille a accouché. On n'a rien demandé. J'ai loué Dieu et j'ai béni Dieu pour le président. Tu vois un peu, hein? Si ce n'est pas arrivé dans ta famille, tu ne sentiras pas l'impact. Mais le jour où ça arrive dans ta famille, c'est le jour où tu vas quantifier la chose. Voilà. Commençons petits. Les petites choses ont commencé à se mettre en place. Ce sont des fondements. Hein? La fondation, si je peux dire. La fondation est déjà là. Important, oui, oui. Je pense que d'ici peu, on va commencer à sentir l'accélération. Puisque tant que les murs ne sont pas levés, on voit la fondation, personne ne voit la fondation. On est encore dans la fondation. Alors je dirais, premièrement, sur le plan collectif et sur le plan individuel, commençons petit. Et deuxièmement, il faut d'abord faire l'état des lieux, des ressources. C'est-à-dire? Donc, une prise de conscience qui nous pousse d'abord à faire l'état des lieux de nos ressources, de ce que nous sommes. En tant qu'individu d'abord, il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je peux te poser une question simple. Qu'est-ce que tu peux apporter dans la table de la vie? C'est-à-dire dans la table de la vie communautaire et dans la table de la vie individuelle. C'est-à-dire apporter quelque chose, oui, que tu peux apporter. Apporter quelque chose que tu as de particulier par rapport aux autres. Voilà. Si tu réfléchis comme ça, tu as arrêté d'être spectateur. Tu deviens acteur. Bon, qui est spectateur, qui est acteur dans ces contextes-là de racheter du temps? Les spectateurs, quand vous dites que quelqu'un est spectateur, un autre est acteur. Mais nous sommes à la fois spectateurs et acteurs. C'est que je vois comment le pays marche. Mais tu vois les joueurs au stade, je sais que tu ne parles pas au stade de football, mais du moins tu suis les matchs à la télé. Tu vois, les spectateurs, ils sont plus nombreux. Hein? On peut avoir 100 000 spectateurs, mais il y a combien d'acteurs sur le terrain? 22 acteurs. 22 acteurs. Peut-être si tu ajoutes l'arbitre et tout le monde, disons une trentaine d'acteurs qui sont sur le terrain. Et quel est le rôle des spectateurs? C'est applaudir oui, ou huer. Hein? Si ça marche dans le sens qu'ils souhaitent, hein, ils applaudissent. Quand ça ne marche pas dans le sens qu'ils souhaitent, ils sont en train de huer. Ça, c'est les spectateurs. Ils n'ont pas les... non, ils ne font rien. Mais l'acteur est celui qui est conscient. Il sait que maintenant, tous ces spectateurs-là, et au-delà de ces spectateurs, s'il est dans ce qui est national, il est joueur dans l'équipe nationale, il porte les drapeaux dans son cœur. Il sait que maintenant, un petit geste que je pose, c'est toute la nation qui peut s'élever. Et il est conscient. S'il est conscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait d'abord, avant même d'aller de faire, qu'il est capable de poser un acte que 10 000 personnes ne peuvent pas faire. Donc, il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc, tu as en toi quelque chose que Dieu a mis en toi que 10 000 autres ne peuvent pas faire. Il faut découvrir d'abord ça. Lui a découvert ça peut-être en 12 ans, il savait qu'il savait jongler à la balle, que ce soit la balle de football ou la balle de basket ou quoi, il a découvert ça très tôt. Et il a découvert ses talents, et en développant ses talents,
il n'est plus spectateur, il est devenu acteur. Et nous pouvons étendre ça dans plusieurs domaines. Oh, c'est très important. Dans plusieurs domaines de la vie. Chacun sait ce qu'il peut faire. Ce que nous faisons là, c'est ta part. C'est notre part. C'est ta part. Tu es journaliste, tu sais faire sortir les idées, tu sais impacter, et tu peux influencer. C'est ta part, mais influencer positivement. Puis il y en a qui influencent aussi négativement. Toi, tu as choisi d'influencer positivement. Donc, arrêter d'être spectateur, c'est prendre conscience. Tu es appelé à faire quoi? Quels sont les dons? Quelles sont les capacités? Identifier ce que tu es d'abord toi-même et ce que tu peux faire et donner ton apport. Ça, c'est très important. Je répète encore, chacun de nous peut identifier ce que Dieu a mis en lui comme don, talent, en fait, d'abord les capacités. Hein, et c'est en développant ces capacités-là, il devient acteur et il peut se développer et lui-même et développer aussi son environnement, puisqu'il doit avoir un impact dans son environnement. Je voulais déjà parler de l'intellectuel chrétien, c'est celui qui est capable de relever les défis que lui impose son environnement. C'est très important par rapport à ce que vous venez de décrire là et la capacité que tout le monde doit pouvoir identifier en lui. Mais parce que dans les contextes congolais, c'est comme si j'ai constaté une sorte de manque d'estime de soi. Les Congolais pensent qu'il est incapable, il se sous-estime lui-même, il sous-estime son environnement, il sous-estime même ses dirigeants. On est beaucoup plus ouvert à l'influence de l'extérieur. Mais pourquoi ce manque de confiance? Je crois que c'est vraiment ce qui fait défaut même dans les chefs de nos leaders qui, en face d'un programme, attendent un coup de pouce de l'extérieur. On attend les programmes des FMI, on attend les programmes de Banque mondiale, alors que en développant ces capacités, le leadership de chacun, il y a possibilité de pouvoir avancer. Pourquoi ce manque d'estime de soi et même le manque de patriotisme? C'est pour parler en ces termes. Je pense que c'est toujours la même question pour moi. Ça revient toujours à la prise de conscience. Sur les plans culturels, il faut des termes clairs qui doivent amener au sursaut d'orgueil. Pour nous, en tant que Congolais d'abord. Il y a 2 semaines, j'étais dans un pays. On est allé faire une conférence avec ma femme, pour laquelle j'étais orateur principal. Un pays africain. Un pays africain. Mon épouse a intervenu à une conférence toute une journée sur le 8 mars. Hein, c'est elle qui était oratrice le 8 mars dans ces pays-là. Moi, je devrais faire un déjeuner. Et dans ce déjeuner, c'est moi qui étais orateur principal. Alors, quand on faisait les formalités à l'aéroport, quand on est venu nous accueillir, quand j'ai présenté le passeport, mon passeport, le passeport de ma femme, le monsieur-là a répété ce que nous disons ici, que nous ignorons. Dès qu'il a vu, oh, c'est RDC. Alors, il a ajouté, et le Komakasi. En étant à l'extérieur du Congo. En fait, à moi, quand il a dit ça, j'ai vu que moi-même, je m'ignorais, quoi. C'est comme s'il m'a réveillé. Il m'a valorisé. RDC et Lokomakasi. Je pense à chacun de nous, en tant que Congolais, nous devons être conscients de ça. Nous sommes Congolais, nous avons des ressources, nous avons un grand pays, nous devons réfléchir grand, en commençant petit, comme j'ai dit. Nous avons tourné en rond pendant longtemps, puisqu'on ne nous a pas aidés à commencer là où on devait. Hein? Maintenant, on va le faire. Et si nous identifions nos points forts, quels sont nos points forts? Nous sommes appelés à faire quoi partant de ces points forts? Je pense que nous allons nous en sortir. Et en tant qu'individu aussi, chaque individu doit repérer ses points forts. Il doit identifier ses points forts. Il doit s'identifier lui-même. D'ailleurs, c'est le rôle même de l'Église. Les pasteurs doivent aider chacun à s'identifier dans les dons, les capacités qui sont en chacun de nous. Si chacun de nous développe ça, il deviendra ce qu'il est et ce que Dieu veut qu'il soit. Et je peux dire aussi, dès qu'il découvre ça, pour accélérer et pour ne pas continuer à perdre le temps, il doit devenir discipliné.
il doit devenir discipliné. Puisque la discipline vient faire la différence. Il faut apprendre à faire la différence. Les Congolais doivent apprendre à faire la différence. Les Congolais doivent apprendre à se démarquer. Le chrétien en particulier doit apprendre à se démarquer, à faire la différence. Nous ne faisons pas la différence puisque nous nous ignorons. Nous ne faisons pas la différence puisque nous ne savons pas par où commencer. Nous ne faisons pas la différence puisque nous ne connaissons même pas nos points forts et nos points faibles. Mais celui qui s'identifie saura faire la différence et sera discipliné. Alors, je vais vous prendre au mot par rapport à ce principe que vous venez de démontrer là, à partir de votre propre expérience. Aujourd'hui, vous êtes notre DG, n'est-ce pas, au studio Sangomalamu, mais à part Sangomalamu, vous avez eu à être leader dans plusieurs organisations, même au niveau de l'État, vous avez été mandataire. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en pratique ces notions et comment est-ce que vous en êtes sorti, surtout quand vous dites qu'il faut savoir où commencer avec ce dont on dispose. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant 2 ou 3 minutes? Parler de moi-même, c'est trop risqué aussi. En tant que leader, on veut un exemple concret. J'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre qui parle à ma place. Je sais que j'ai brigué plusieurs postes de responsabilité. J'ai été plusieurs fois directeur général. Mais à ce que je sache, en tant qu'ingénieur civil d'abord, je sais planifier. Je sais planifier, je sais par où commencer, et j'ai mis ça en pratique. En plus du fait que j'ai eu la compétence au niveau académique, Dieu m'a beaucoup aidé, Dieu m'a beaucoup inspiré pour savoir aussi par où commencer et avec qui travailler. Et comment avancer, comment faire un programme de 5 ans, un quinquennat et savoir comment s'en sortir. Je pense que si vous partez là où j'ai fait 5 ans, ils vous diront par où j'ai commencé. La première des choses, c'est le réveil de conscience de ce que vous dirigez. Deuxième chose, tout le monde ne va pas se réveiller. D'une manière générale, vous partirez avec 20%. C'est pas moins. Les gens qui vous suivent. Oui. Pas nécessairement les gens qui vous suivent. Dans nos entreprises, d'une manière générale, ici au pays, il n'y a que 20% qui travaillent. 80% viennent dormir, 80% viennent recevoir, ils sont très peu qui viennent pour développer l'entreprise. Donc développer l'entreprise, c'est quelqu'un qui dort, qui se réveille, il sait ce qu'il fait, il sait quel est son agenda, il a son séminaire, il sait par où commencer la journée et par où terminer. Et d'ailleurs, s'il a cet agenda, il verrait qu'en un jour, il ne peut pas tout faire. Ce sont les gens qui commencent tôt, qui termine tard. Le travail commence à 8 heures, ça se termine à 16 heures, lui peut aller jusqu'à 20 heures, puisqu'il est en train de développer. Il est en train de faire de telle manière que son environnement bouge, les choses bougent, c'est celui-là l'acteur. Dans nos entreprises, il y a 80% des spectateurs qui n'attendent que le salaire, qui ne sont là que pour faire des grèves, qui ne sont là que pour manifester, pour crier que ça ne va pas, ils sont même prêts à chasser les directeurs et tout, hein, mais eux ne font rien. Ils sont là que des critiqueurs, quoi. Ils sont là alors ce sont ces gens-là justement qu'on manipule. Ce sont ces gens qu'on manipule pour détruire. Mais d'une manière générale, le leader doit savoir ça. Il doit savoir qu'il n'aura que peut-être que 20%, si pas moins. De ceux qui vont être derrière. Je vais vous faire rire. Oui. Quel est là où j'ai travaillé, tu fais allusion. L'année où j'ai fait des exploits, où Dieu m'a aidé à travailler mieux, c'était l'année Covid, 2020. Quand 80% des gens sont restés à la maison, il n'y avait que 20% qui venaient. C'est l'année où les 20% ont travaillé, ils ont payé tous ceux qui étaient à la maison. Ah bon? Ah oui. Ça veut dire que s'il y a un effort de concentration dans le travail, tout le monde, et sachant identifier ses capacités, les mettre au profit du pays, je crois que le rachat des temps est vraiment facilité. Mais c'est ça la notion de la discipline. Le fossé entre ce que nous devons faire, c'est pas le fossé entre ce que nous faisons chaque jour
Et ce que nous sommes capables de faire est tellement grand. Combler ces fossés-là, c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire, vous voulez dire que les Congolais travaillent moins que ce dont il est capable? Oui. Dans les travaux que nous fournissons, on peut encore faire plus. Nous pouvons faire plus. Ah bon? C'est ça la discipline. J'ai compris l'une des leçons. Les fossés qui séparent ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en jouant et ce que nous sommes capables de faire. Ces fossés-là s'appellent la différence. Ces fossés-là s'appellent la discipline. C'est la discipline. Nous sommes indisciplinés. Être discipliné, oui, c'est s'engager à faire d'une manière régulière ce qu'on est capable de faire. Donc, pour nous chrétiens, la même chose. Ce que je dois faire, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Ce que Dieu me demande de faire, si je fais ça chaque jour, c'est-à-dire si j'obéis à la parole de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique, j'aurai les résultats positifs. Puisque si tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis aux principes de Dieu, tu obéis à la loi de Dieu, comme c'est dit dans Deutéronome 28, mais tu seras béni. Oui. Tu auras même la supériorité sur toutes les nations de la terre, la supériorité. Tu verras que tu vas travailler au-delà de tes frontières, au-delà des frontières de ton pays même. C'est ce qui se fait. Mais la réalité, c'est quoi? On est paresseux. Nous refusons même d'obéir à la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu et tu refuses de mettre en application. C'est là où j'ai dit, les chrétiens en général, les Congolais en particulier, l'Africain d'une manière générale aussi, a refusé le développement, a refusé d'avancer. Puisque nous refusons de faire régulièrement ce dont nous sommes capables de faire. C'est comme si apparemment on n'en est pas conscient. Mais en fait, nous sommes dans un contexte où tout le monde est conscient que nous devons travailler. Tout le monde est conscient de l'apport qu'il peut amener pour le développement du pays. Mais il y a une certaine attitude, n'est-ce pas, et qui fait que vous avez parlé tout à l'heure de la paresse. On se communique plus la paresse que l'encouragement. Par exemple, si tu veux faire mieux, je ne sais pas, dans votre expérience de leader, chaque fois que vous voulez faire mieux, les autres vous disent... Est-ce que c'est toi qui vas arranger les choses? Et tout cela, tout simplement, une façon de vous ramener à la platitude de tout le monde. C'est ça, quand je parle de la prise de conscience, c'est ça. Ça veut dire, ce sont les spectateurs qui disent que c'est-à-dire qu'ils sont habitués à la médiocrité. Malheureusement, mais alors, il ne faut pas que cette médiocrité entraîne ceux qui sont capables de faire à la déchéance. Voyez un peu, si vous voulez amener un sang frais, vous voulez amener une nouvelle mentalité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient par exemple d'une autre culture ou d'une autre entreprise, tu l'amènes, tu le mets parmi les médiocres. Qu'est-ce qui va se passer? Les médiocres vont le faire souffrir. Les médiocres vont le faire souffrir. Ils voudraient que la nouvelle personne qui vient d'entrer à l'entreprise fasse comme eux. Et lui sera malheureux puisqu'il ne comprend pas. Comment ces gens viennent au travail d'une manière nonchalante? Comment ces gens n'ont pas les soucis de développer leur entreprise? Comment ils acceptent la médiocrité? Alors, il doit faire un effort pour accéder au leadership dirigeant qui tient aussi à entraîner les autres vers le développement. C'est ça les drames. Mais ils seront toujours peu nombreux, ceux qui comprennent qu'il faut développer. Puisque dans le mental de tout le monde, nous sommes encore à l'époque de la manne, où la manne doit tomber du ciel. Dans la tête de plusieurs, nous sommes encore à l'étape de la cueillette. Vous voyez, nous, Africains, il y a des saisons de mangue, on va cueillir les mangues. Il y a des saisons de champignons, on va cueillir les champignons. Il y a des saisons, je ne sais pas, des safou, des tondolos. Vous voyez, on mange d'une manière saisonnière. Mais on attend les saisons. Voilà, mais ce que nous devons faire, c'est quoi? Obtenir ces fruits
régulièrement, savoir les conserver, savoir les transformer de telle manière qu'à chaque période, nous ayons de quoi manger et d'une manière régulière. Donc la discipline fait la différence. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, les réussites ne dépendent pas des diplômes, ils ne sont pas peut-être universitaires. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont appris à travailler d'une manière différente. C'est-à-dire, ils ont fait ce que plusieurs ont refusé de faire. La discipline, d'une manière régulière. Parfois, ils ne dormaient pas. Tu trouves quelqu'un, il a veillé toute la nuit en train de développer quelque chose, en train de réfléchir. Voilà. Alors que des milliers sont en train de dormir. Voilà. C'est très important. Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on pourra parler des hommes providentiels, c'est-à-dire des hommes grâces, de Joseph, des gens minoritaires, mais qui ont une certaine influence pour amener à changer les situations, les contextes, à racheter les temps, des hommes grâces? Oui, il y a des porteurs de grâce. Des porteurs de grâce. Des porteurs de grâce tels que Joseph. Je dis qu'une façon d'accélérer aussi le développement, si nous voulons racheter les temps, nous devons identifier aussi des porteurs de grâce. Des types Joseph, des types Daniel. Dès qu'il est là, ça bouge, ça change. Puisqu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Bien qu'ils sont toujours combattus. Il n'y a que Dès qu'il arrive là, il fait bouger les choses. Hein? Joseph a fait bouger les choses. Partout où il est passé. Hein, dans les 3 maisons qu'il a vécues, la maison de Potiphar, la maison de son père, il a fait bouger. La maison de Potiphar, il a fait bouger. Dans la maison de Pharaon, il a fait bouger. Même en prison, en passant par la prison, il a fait bouger. C'est-à-dire, il était porteur des grâces. Et en quoi est dû cette portée? C'est la présence de Dieu. Souvenez-vous même de l'arche dans la maison d'Obed-Édom. A tout transformé. L'arche a tout transformé. Sa maison, c'est la présence de Dieu. Donc nous devons identifier les porteurs de grâce. Quand on place les gens, hein, il y a la mise, on va faire le gouvernement, on va faire la mise en place. Je pense que si chaque parti politique identifiait les porteurs de grâce, à la place de placer mon fils et de placer mon neveu absolument, même s'il est incompétent, à la place de placer... Non. Si chaque parti politique identifiait les porteurs de grâce, et on présente ces porteurs de grâce, on va accélérer le développement. Hein? Arrêtons seulement l'égoïsme, plaçons les porteurs de grâce, prenons conscience que nous devons travailler, prenons conscience que nous devons être disciplinés, nous allons nous développer, nous allons accélérer les processus, le monde entier va nous respecter et les gens verront que RDC est Lokomakas. Pour acheter les temps, on a besoin des porteurs de grâce, même ceux qui ont le pouvoir de faire des nominations, je crois qu'ils vont tenir compte de ces éléments-là. Les porteurs de grâce ne sont pas nécessairement les membres de nos familles, ne sont pas seulement les membres de notre tribu, mais ce sont des gens qui sont différents de nous, qui sont peut-être sous d'autres cieux, dans une autre tribu, mais qui ont une grâce particulière. Et c'est avec ces gens-là que nous pouvons racheter les temps. Juste un mot à la droite des leaders congolais. Juste 2 minutes, parce qu'une minute, nous sommes à la fin. Oui, par rapport au rachat des temps. Pour racheter les temps, bon, tu me pousses aussi à racheter les temps, puisque les temps... C'est fini déjà. Là, on clôture. Juste 1 minute, on chute. Bon, juste dire comment accélérer les temps en accélérant aussi la maturité. Je pense que nous devons savoir aussi que la discipline est comme le boulevard qui nous amène au résultat. Alors nous devons arrêter avec les voies de sortie des boulevards. Quand vous avez les boulevards, il y a aussi les voies de sortie. Et les voies de sortie là pour aller dans les périphériques et pour aller en dehors des boulevards s'appellent justement les distractions. Évitons les distractions, faisons l'essentiel. C'est comme un athlète qui a un objectif à atteindre. Pendant qu'il court, il trouve une jolie dame à côté, alors qu'il est à quelques secondes de gagner son trophée. Il va faire quel choix? Ce serait le moment de baratiner les jeunes filles pour le projet de mariage. Il doit d'abord aller jusqu'au bout. Pour recevoir les trophées. Soyons disciplinés, allons jusqu'au bout, évitons les distractions. Dieu nous viendra aussi au secours avec sa grâce. Il va nous aider à aller loin. Donc, travaillons comme si le tout dépendait de nous. Prions aussi comme si le tout dépendait de Dieu.
et ensemble nous allons réussir. Voilà, merci. Ce que je retiens pour acheter les temps, n'est-ce pas? Il faut de la discipline et aussi arrêter de tourner en rond. Et pour arrêter de tourner en rond, il faut savoir qui on est, identifier ses capacités, identifier les dons que nous avons, ce que nous pouvons donner à la table de la nation, ce que vous pouvez donner à la table de votre société, ce que vous pouvez donner là où vous êtes. Vous êtes donc un leader très important. Donc, il y a possibilité de racheter les temps. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois que ces notions vont vous aider à vous identifier aussi, à afficher vos capacités pour les mettre en pratique, pour le développement de votre milieu et par ricochet, le développement national est déjà possible. Merci beaucoup, ingénieur, révérend Hubert Mihimi. Nous avons été bénis par ces discours. Merci aussi à vous. Je crois que prochainement, vous serez avec nous pour la suite de cette émission où nous allons parler certainement comment ne pas se conformer au siècle présent. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.